Je trouve pas le mot pour caractériser cette semaine. Laisse-moi 2 secondes. Bienvenue dans le débrief hebdo. Alors pourquoi ce chapeau? Tout simplement parce que c'était les 3 sorcières vendredi dernier. Échéance mensuelle sur les contrats futurs sur indice, options sur indice et options sur action. Et pourquoi l'épée enflammée? Eh ben, j'en sais rien. Comme d'habitude dans notre débrief hebdo, on va commencer par la partie macro. Premièrement, la Banque Centrale Européenne laisse entrevoir les possibilités de quantitative easing à la suite de la révision à la baisse des perspectives d'inflation. Et qui dit anticipation du marché d'un quantitative easing, donc de la planche à billets qui tourne, réaction négative de l'euro, hausse des indices européens. Et ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on a eu le discours de Monsieur Williams, président de la Fed de New York. Et alors là, disons que ça a été un petit peu compliqué pour lui. Parce que dans un premier temps, il a fait un communiqué en disant qu'il fallait absolument que la Fed agisse fort et vite. Avant que les problèmes deviennent insurmontables sur le plan économique et également au niveau de l'inflation. Donc conséquence sur le marché, il a anticipé le fait que ce soit un message pour dire que la Fed va très certainement baisser 2 fois ses taux directeurs le 31 juillet, donc d'un demi-point de base. Et là, petit message pour toi, Williams, comment te dire ? Tu le sais que les marchés ils sont tendus comme ça, que les indices sont sur des records historiques, notamment aux États-Unis, et que ça fait des semaines et des mois que les marchés ne font qu'évoluer en fonction de ton président Donald et des propos de la Fed et de toutes ces anticipations autour des taux directeurs. Tu le sais ça quand même. Alors pourquoi est-ce que tu as communiqué en disant plusieurs heures plus tard que tout ce que tu avais dit c'était simplement d'un point de vue académique et que fallait absolument pas interpréter ces propos-là comme d'une forte probabilité que la Fed baisse de 50 points de base ses taux directeurs le 31 juillet. Tu sais que les marchés sont tendus quand même. Bon, en même temps, je t'en veux pas, William, c'est un big up, parce que ça nous a permis cette semaine de faire une incroyable semaine de trading sur IVT. Et sur plusieurs actifs, mais ça j'en parle après. Donc comme tu l'as compris, finalement, les marchés sont revenus en arrière, donc remontés à nouveau de l'euro-dollar. Les indices ont finalement tenu, même si bon, je pense que c'est pas forcément un message très rassurant que d'annoncer qu'il y ait une double baisse des taux le 31 juillet, très probablement. Pas très rassurant d'un point de vue économique et même d'ailleurs géopolitique. Et le fait d'avoir calmé les marchés dans un second temps, ça a tout simplement permis de stabiliser un petit peu tout ça, que ce soit le dollar américain, le gold, etc. On verra ça après. Et bien évidemment, on en vient à Monsieur Trump, encore une fois, où a priori, les échanges entre les États-Unis et la Chine sont de nouveau un petit peu tendus, ce qui a fait d'ailleurs un petit peu chuter les marchés, avec une menace à nouveau de taxer potentiellement 325 milliards de dollars de produits importés chinois supplémentaires. Et donc, ça renforce le fait que la Fed n'a pas vraiment le choix, finalement, le 31 juillet. Après, la question, c'est est-ce que c'est d'un quart de point de base ou d'un demi-point de base. Et là, comme tu le vois sur le graphique, maintenant, le marché et les opérateurs s'attendent à plus de 50% de chances qu'il y ait une baisse des taux d'un demi-point de base, qui est quand même relativement énorme. Maintenant, venons-en au bal des publications, puisque tu le sais, les entreprises sont en train de publier leurs résultats trimestriels. Alors, on va pas toutes les faire parce que sinon on va passer 2 heures, mais je vais te prendre 2 publications de quand même 2 grosses boîtes que tu connais très bien et qui ont publié de manière, diamétralement opposée. Commençons par les mauvaises nouvelles, Netflix, que tu connais très bien. Alors elle a publié ses résultats, mais ce qui est quand même relativement inquiétant, c'est qu'il y a 2 fois moins d'abonnés sur le 2e trimestre que ce qu'elle espérait. Ce qui nous fait à peu près 2,7 millions d'abonnés contre 5 millions attendus. Et ça, c'est justifié a priori à la hausse des tarifs qu'elle a appliqués un petit peu partout. Et aussi du fait que la compétition sur le streaming s'intensifie de plus en plus. Mais Netflix a quand même tenté de rassurer en disant « Ne vous inquiétez pas les gars, on aura 7 millions d'abonnés supplémentaires d'ici septembre. » Alors, t'as intérêt à te dépêcher à t'abonner mon gars. Bref, il y a des nouvelles séries et saisons sur lesquelles elle compte particulièrement pour relancer tout ça, notamment la Casa del Papel, etc. Et le problème de Netflix, c'est aussi que, alors certes, la rentabilité augmente légèrement, mais c'est surtout son endettement qui explose. Et là, la dette estimée pour Netflix pour l'année 2019, accroche-toi un petit peu la ceinture, parce qu'elle est estimée à 10 milliards de dollars. Ah, ça douille, Forcément, tu t'en doutes, l'action a perdu plus de 10%. Et ensuite, diamétralement opposé, l'action Microsoft. Alors, l'entreprise se porte
très très bien. Bénéfice net sur le dernier trimestre, 10,6 milliards de dollars. Chiffre d'affaires, 33,7 milliards de dollars, toujours sur le trimestre. Et c'est largement au-dessus en termes d'attente de bénéfice net par action. Parce que tu le sais, sur les marchés, on regarde plutôt les bénéfices nets par action. Et là, en termes de dette, eh ben, c'est pas de la dette en fait. C'est plutôt de la trésorerie nette du cash. Et elle en a 61 milliards de dollars. Et là, je te mets le graphique de l'action Microsoft. Je me suis pas gouré, hein. C'est pas le graphique du Bitcoin, hein. C'est bien l'action Microsoft. Et ben, elle valait à peu près 10 dollars il y a 20 ans. Et aujourd'hui, elle en vaut 14 fois plus. Et malgré ça, eh ben, Bill Gates a été rétrogradé à la deuxième place de la plus grosse fortune du monde. Et cette deuxième place a été attribuée à Bernard. Et ça, c'est notamment grâce à l'action LVMH qui s'est envolée. Et donc, sa fortune est estimée à peu près autour de 108 milliards de dollars. Ah ouais, quand même. Et le premier, c'est toujours Jeff Bezos. Et sur IVT, cette semaine, bon, je vais le faire en quelques mots, parce que si t'es VIP, tu sais tout ce qui s'est passé cette semaine, c'était absolument hallucinant. Mais je vais le survoler, toi qui ne l'es pas. En tout cas, ça a été vraiment un carton plein. Bon, parlons indice, déjà, la vente sur le DAX, qui a enfin porté ses fruits, parce que c'était une vente swing, je t'en avais parlé dans la vidéo précédente, suite à la figure en Island Reversal. Derrière, Rodolphe a également appuyé sur le clou en vendant le SP500. Et c'est vrai que sur le DAX, bah, ça a mis quand même un peu de temps à se mettre en place. Et tu connais l'adage, hein. Plus c'est long, plus c'est difficile à tenir psychologiquement. Parce que c'est à ce moment-là que tu commences à te poser des questions. Je coupe pas, ça va remonter. Du coup, tu traces des traits dans tous les sens en utilisant toutes les notions d'analyse technique que tu as à droite et à gauche. Tu as tout ce bruit autour des réseaux sociaux, ah mince, ça va monter, etc. Mais il faut vraiment que tu te dises que bah, si tu as un plan, si pour le moment il n'est absolument pas invalidé, puisque tu as ton niveau d'invalidation, et que tu n'as pas d'informations, de signaux de marché qui te prouvent que ton plan, que ta stratégie est invalidée, bah faut que tu tiennes. Hein. Et donc, ça s'est très bien passé. Ensuite, me concernant le WTI, donc le pétrole, bah là, on l'a vendu avec l'ensemble de la communauté IVT à 60 $. Et il a perdu dans la foulée 5 $. Donc, énorme trade pour ceux qui ont tenu la position jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que tenir ces positions le plus longtemps possible lorsqu'elles sont gagnantes, autrement dit, laisser courir une position, bah, c'est pas forcément évident. Et ça, il y a que si tu trades vraiment sur les marchés que tu peux le savoir. Et donc, sur IVT, on s'est mis un petit enjeu, un petit défi, entre guillemets, un exercice qui permettait de savoir de ceux qui allaient tenir la position jusqu'à l'objectif. Donc, grand bravo à vous si vous avez tenu jusque-là. Ensuite, on a vendu également le dollar américain sur le niveau de résistance hebdomadaire dont je parle maintenant depuis des semaines et des mois. Et ça a marché encore une fois. Bref, vendu quasiment au plus haut et on a atteint la deuxième cible avant que Monsieur Williams revienne sur ses propos et n'entraîne finalement un rebond du dollar américain. Merci à toi, gros. Ensuite, hein, comme tu le sais, on est à l'achat sur IVT depuis un petit moment et on insiste quand même assez fortement sur la montée des cours de l'or. Et là aussi, je t'en ai parlé dans la précédente vidéo avec ce fameux triangle symétrique matérialisé alors que la tendance de fond reste toujours haussière. Eh ben, on en est sorti par le haut de manière assez violente. Et donc là, encore une fois, carton plein là-dessus. Donc n'oublie pas, trend is your friend. Et on a fait ensuite plein d'autres trucs en intraday, en scalping, tout au long de la semaine. Et quand ça se passe comme ça, eh ben, ça fait vraiment plaisir. Donc un grand merci à vous pour vos messages pour cette semaine. Et sur ce, c'est tout pour moi. C'est l'heure. Ciao, ciao. Mais Williams, si tu m'entends, sans rancune.